Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous santé dédié à la famille et au bien-être de tous. Donc, elle se présente comme des douleurs pendant les menstrues. Avec des saignements abondants, ses symptômes sont variés. L'endométriose, une maladie dont souffrent la plupart des femmes entre 30 et 40 ans, est la cause de l'infertilité chez certaines. Donc considérée comme l'une des rares maladies gynécologiques le plus méconnues, l'endométriose concerne une femme sur 10. Lié à la présence de cellules de l'endomètre en dehors de cet endomètre, il s'agit d'une maladie bénigne qui peut aussi donner des douleurs lors des rapports sexuels. Elle touche 5 à 20% des femmes en âge de procréer et est susceptible d'accroître le risque d'infertilité. Donc, pour mieux connaître cette maladie, nous avons fait appel au docteur Abbas, donc, qui est médecin en gynécologie, donc, qui est là avec nous ce matin, donc, et accompagné de notre cher ami docteur Fessal. Bonjour. Bonjour. Donc, en seconde partie d'émission, nous allons répondre à vos questions que nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le 79 84 27 52. Donc, notre numéro est à votre disposition. Donc, vous pouvez à tout moment nous envoyer vos questions. On les traitera, on y répondra avec les spécialistes qui sont avec nous. Comment ça va, docteur Fessal, ce matin? Je vais très bien, vous? Oui, très très bien. Donc là, nous sommes accompagnés de docteur Abbas, qui a fait l'honneur aussi d'être avec nous la fois dernière pour répondre aux questions sur le fibrome. Donc bonjour, docteur. Bonjour. Donc on a brossé un peu en long et en large un peu la définition de l'endométriose. Donc qu'attend-on exactement par l'endométriose, docteur? Merci beaucoup. L'endométriose se définira comme étant la présence du tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'utérus est constitué par 3 tissus ou 3 tuniques. Une tunique externe, une tunique intermédiaire et une tunique interne qu'on appelle l'endomètre. Cet endomètre se localise uniquement que dans la cavité utérine. Lorsque, par des phénomènes, ce tissu de la cavité endométriale se localise en dehors de son site préférentiel qu'est la cavité utérine, on parlera donc de l'endométriose. Comme on le voit sur les images, donc l'endométriose qui est juste en... Voilà, c'est les bas, là, les 2 bas de côté. Oui, on voit très bien au niveau de l'utérus. Là, c'est difficile pour nous de bien montrer. Sinon, vous voyez bien là où c'est écrit l'endomètre. Oui. C'est à ce niveau que se situe donc l'endomètre. Et voilà, en dehors de cette cavité utérine, vous voyez l'endomètre qui se localise au niveau de l'ovaire. Et là, on parlera de l'endométriose, l'endométriome, excusez-moi. Ça se localise également au niveau des trompes. C'est toujours de l'endométriose externe. Ça se localise également sur le péritoine. Et là, on parlera toujours donc de l'endométriose. De l'endométriose. Et justement, cette maladie est une maladie multifactorielle avec des facteurs hormonaux. Qu'est-ce qui provoque ça exactement? Aujourd'hui, la cause de l'endométriose n'est pas très très bien connue. Il y a des hypothèses qui arrivent à expliquer cette maladie, mais essentiellement l'hypothèse qui est la mieux retenue, c'est l'hypothèse du reflux des cellules endométriales. Qu'est-ce qui se passe? Une femme, lorsqu'elle est en menstruation, elle est censée perdre du sang, comme on le dit. Il y a du sang qui sort par sa cavité génitale. Maintenant, pour ces femmes qui vont souffrir de l'endométriose, le sang n'est pas évacué totalement dans la cavité vaginale. Il y a une partie donc du sang qui reflue à travers donc les trompes dans la cavité péritonéale, et c'est ce qui peut expliquer donc aujourd'hui la présence donc de ces tissus endométriaux en dehors de leur site préférentiel. Donc en dehors de l'utérus. En dehors de l'utérus, voilà. Docteur Fessal, mais on souffre, vraiment, nous les femmes. Et quand je dis en dehors de l'utérus, c'est pas forcément, je ne parle pas en dehors de l'utérus, mais en dehors de la cavité utérine, parce qu'il y a 2 sortes d'endométriose. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose interne, encore appelée adénomiose. Elle est plus fréquente chez les femmes un peu plus âgées, entre 40 et 50 ans en allant. Donc,
l'endomètre se localise cette fois-ci dans le tissu intermédiaire donc, de l'utérus qu'on appelle le myomètre. Ça, vous voyez, c'est toujours dans l'utérus, c'est pour ça qu'on parle de l'endométriose interne. Maintenant, lorsque ces cellules endométriales vont se localiser en dehors totalement donc, de l'utérus, c'est-à-dire se localiser peut-être sur les trompes, sur les ovaires, sur la cavité, sur le péritoine, sur l'intestin, la vessie, le rectum, ainsi de suite, là, on parlera donc de l'endométriose externe. Waouh. Ah là, on en apprend tous les jours de temps que ça là. Ouais. Non, mais c'est vraiment compliqué pour nous les femmes parce qu'entre les règles, entre l'accouchement, entre toutes les maladies qu'il faut, mais j'ai vraiment faut prendre un peu pour vous, quoi, franchement. On a aussi notre part, hein. Notre part. Nous avons aussi des maladies qui sont liées purement à l'espèce, au genre masculin. On va y revenir, ça sera un bon sujet, ça. Parce qu'on aimerait bien aussi en apprendre un peu plus sur l'homme. Et comment est diagnostiquée l'endométriose ? Le diagnostic de l'endométriose est tout avant clinique parce qu'il y a des manifestations cliniques qui doivent se manifester donc, chez la patiente qui souffre de l'endométriose. Et la manifestation clinique qui s'impose, c'est essentiellement les douleurs. Les douleurs. À quel endroit exactement ? Effectivement, vous allez voir, les patientes qui souffrent de l'endométriose vont avoir des règles très, 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 très douloureuses et pénibles. On va parler d'une dysménorrhée. Donc, ce sont des règles très, très douloureuses qui peuvent même amener la patiente à se faire hospitaliser pour pouvoir se faire calmer. En dehors des règles douloureuses, vous aviez des douleurs lors des rapports sexuels. Ah oui. Ce qu'on appelle une dyspareunie. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est une patiente qui n'a pas le goût d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint, mais son conjoint ne le comprendra pas. Elle fait semblant d'avoir des rapports sexuels, elle fait semblant d'avoir du goût ou du plaisir lors des rapports sexuels, mais au fin fond, elle souffre énormément. Donc, c'est des dyspareunies. Troisième type de douleur, c'est des douleurs pelviennes chroniques. En dehors des rapports sexuels, en dehors des règles douloureuses, elle a toujours des mal au bas-ventre. C'est des douleurs pelviennes chroniques atroces. Atrocement, ça lui fait tout le temps mal. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas de confort quotidien. Tout le temps, elle a toujours mal. Lorsque les règles s'approchent, elle a peur. Lorsque son conjoint s'approche d'elle, elle a peur. Et en dehors de tout ça, elle a toujours peur parce qu'elle aura constamment mal aux douleurs pelviennes. Donc l'alerte, c'est ça en fait. L'alerte, c'est beaucoup plus les douleurs. En dehors de ça, surtout dans la dénomiose, quand on parle donc de l'endométriose interne, elle sera marquée beaucoup plus par ce que nous appelons des ménométrorragies, c'est-à-dire elle sera marquée donc par des règles abondantes en termes de quantité, en termes de volume et abondantes sur le plan de la durée. D'accord ? Donc ça, ce sont les ménorrhagies et elle va saigner en dehors des règles, les métrorragies. Donc ça, c'est plus spécifique à la dénomiose, à l'endométriose interne. Je parlais donc des ménométrorragies en dehors maintenant de cette douleur dont nous venons de parler. Voilà. Maintenant, si le tissu endométrial se localise soit sur la vessie, elle va avoir ce qu'on appelle une dysurie, c'est-à-dire elle va avoir mal lorsqu'elle veut uriner. Lorsqu'elle se localise maintenant sur peut-être le rectum, elle va avoir ce qu'on appelle une dyschésie, c'est-à-dire lorsqu'elle elle a des difficultés donc pour aller faire donc les selles. Donc en fonction maintenant de la localisation du tissu endométrial sur un organe, on peut avoir une manifestation clinique qui peut s'ajouter. Ça, ce sont les manifestations cliniques. Maintenant, en dehors de ça, nous avons pour faire le diagnostic de l'échographie pelvienne qui doit se faire par la sonde endovaginale qui permet de confirmer ou d'infirmer également cette endométriose. Nous avons l'IRM pelvien que nous pouvons faire, le scanner pelvien. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la cœlioscopie. La cœlioscopie qui permet de poser le diagnostic et de traiter un tant soit peu également les nodules d'endométriose, et le diagnostic de certitude est posé donc lors d'une biopsie suivie donc d'un examen anatomo-pathologique. Wow. Voilà. Et chez vous, quand vous recevez des patientes qui souffrent, qui arrivent avec ces symptômes-là, vous les orientez directement vers un gynécologue ? Oui. C'est ce que je voulais dire tantôt. Il faut même dire que tous ces examens que le docteur Abbas vient de citer doivent être prescrits par un spécialiste, doivent être prescrits par un agent de santé, voilà, avant de les faire. Et parce qu'il y a tous ces symptômes quand même qui peuvent orienter, mais dans tous les cas, quand vous commencez par avoir ces symptômes, très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à consulter un agent de santé, demander l'avis d'un personnel médical, c'est toujours mieux. Et on vous dira ce qu'il faut faire dans toute cette situation.
Ça serait, ben oui, c'est mieux parce qu'il ne faut pas non plus soi-même essayer de se soigner. Donc il faut directement aller voir un médecin généraliste qui peut vous conseiller, vous orienter vers les bonnes personnes. Et quels sont les facteurs de risque, docteur Bass? Les facteurs de risque aujourd'hui, c'est comme je les ai dit, c'est des facteurs de risque qui sont un peu discutés dans la littérature, mais entre autres, on peut parler de l'âge. L'âge constitue un facteur de risque de l'endométriose. L'âge de procréer, plus précisément l'âge de procréation chez la femme est un facteur de risque, même si on a décrit des cas d'endométriose chez les adolescentes. Nous avons également, donc il faut savoir que l'âge de procréation est un facteur de risque et la ménopause entraîne une cessation des manifestations cliniques, pour ne pas dire qu'avec la ménopause, l'endométriose disparaît. Donc l'âge est un facteur de risque. Nous avons un facteur de génétique, un facteur de l'hérédité, c'est-à-dire une patiente dont un parent très très proche du premier degré a souffert donc d'une endométriose est susceptible donc de faire de l'endométriose également. Nous avons également l'obésité qui est un facteur de risque donc de l'endométriose. Tout ce qui une femme qui a une ménopause tardive est susceptible aussi d'avoir une endométriose. Une femme qui a les premières règles très très précocement avant l'âge de 12 ans a aussi un facteur de risque un peu plus élevé à faire de l'endométriose par rapport à une autre patiente qui a eu ses menstruations un peu tardivement. Donc voilà un peu les quelques facteurs de risque qu'on peut parler, qu'on peut énumérer donc, dans la maladie de l'endométriose. Donc du coup, à quelle fréquence doit-on aussi consulter un gynécologue pour au moins être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas des signes Moi personnellement, je ne parlerai pas d'une fréquence, je dirais pour tous nos téléspectateurs, lorsqu'une patiente se plaint déjà des douleurs que nous venons de citer, surtout des règles douloureuses, faites un effort pour pouvoir consulter votre gynécologue. Maintenant, la fréquence dépendra de ce que cette dernière souhaiterait. Est-ce qu'il y a une notion de désir de grossesse ou bien cette patiente voudrait d'abord avoir un confort quotidien. Donc, en fonction de ce qu'elle désirerait, donc la fréquence des rendez-vous avec son gynécologue sera déterminée. Et quels sont les traitements pour lutter contre l'endométriose? Le traitement de l'endométriose, il y a d'abord le traitement médicamenteux, le traitement médical. Aujourd'hui, nous avions quand même des médicaments. Même si ces médicaments coûtent un peu cher, nous avions des médicaments qui permettent quand même de faire regresser toutes ces douleurs dont nous venons de parler. Ces médicaments permettent à la femme quand même de pouvoir avoir un confort quotidien, de se débarrasser un tant soit peu de ces douleurs lors des menstruations, d'avoir au moins une vie de foyer un peu plus stable. Donc nous avons essentiellement les hormones. C'est ce que nous appelons les œstroprogestatifs. Nous avons également les progestatifs. Nous avons les analogues de la LH-RH qui marchent très bien dans la prise en charge de l'endométriose, mais il faut voir le coût donc, de ces analogues de la LH-RH. En dehors de ce traitement médical, nous avons également le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical qui peut être radical ou qui peut être conservateur. Quand je dis radical, c'est-à-dire la chirurgie où il faut aller donc enlever tout l'utérus. C'est parce qu'il y a l'utérus qui a le tissu endométrial et qui a l'endométriose. Donc tu enlèves l'utérus, on appelle ça dans notre jargon médical l'hystérectomie. Tu fais une hystérectomie et là, tu soulages donc ta patiente. En dehors du traitement chirurgical radical, nous avions le traitement chirurgical conservateur. Là, c'est de la cellule. Il faut faire ce que nous appelons une cœlioscopie qui permet quand même de ne pas extraire ou de ne pas enlever l'utérus, mais qui permet d'aller brûler les implants d'endométriome ou d'endométriose, donc dans la cavité péritonéale. Maintenant, dans le désir de grossesse, il faut associer la fécondation in vitro, puisque là aussi, c'est un problème. Donc on ne peut pas se débarrasser de l'endométriose en dehors d'enlever l'utérus. Donc, je viens de dire tout à l'heure que nous avions des médicaments. Oui, c'est-à-dire on peut s'en débarrasser complètement Complètement, il faut enlever l'utérus. Ça, c'est complètement ça. Ah oui. Donc c'est aussi... c'est avec... ou carrément la ménopause, je viens de dire tout à l'heure. La ménopause, même si une femme qui n'a pas l'âge d'être... qui désire des enfants, mais qui n'a pas l'âge
comment vous dire ça, de De ménopause. Enfin, c'est vraiment, c'est risqué aussi pour cette femme-là, parce que soit on lui enlève ça, ou soit... Non, dans ce cas, on ne va pas le lui enlever l'utérus. Il y a donc le traitement médical qu'on peut faire, qu'on peut essayer donc de lui proposer le traitement médical. Comme je viens de le dire, les analogues de la LH-RH marchent très très bien chez les patientes. Maintenant, tout dépendra aussi de quel type d'endométriose tu as. Si tu as une localisation de l'endométriose qui se localise au niveau donc de l'ovaire, c'est ça que nous appelons l'endométrium et non l'endométriose. L'endométrium, ça se fait très très bien. Vous allez vous l'opérer soit par chirurgie haute ou soit par cœlioscopie. Vous enlevez l'endométrium. Et elle peut avoir son enfant tranquillement. Elle peut avoir son enfant tranquillement. Elle peut avoir son enfant tranquillement avec le traitement que nous le proposerons. Il y a des stimulations, il y a ce que nous appelons des stimulations ovariennes que nous ferons. Si ça ne marche pas, on va orienter cette femme vers la fécondation in vitro et ça marche très bien. Ça marche très bien aussi. Ça marche très On bien. va marquer juste un temps de pause, on revient juste après les infos. Merci.